Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de Prime Politique. Eh bien, nous vous offrons cette tribune pour décrypter l'actualité de la semaine avec un invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Théophile Agbofun. Il est représentant du parti Nouvelle Force Nationale. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes un vice-président de cette formation politique. Avec vous, nous allons passer en revue toute l'actualité sociopolitique de la semaine avec en prime, bien évidemment, votre récent congrès organisé il y a quelques jours. Alors, on vous a vu au niveau de ce congrès, quel était l'objectif visé en initiant un tel congrès dans le contexte politique actuel? Merci. Il faut dire que le congrès organisé le samedi dernier est un congrès ordinaire. C'est le premier congrès ordinaire après le congrès constitutif qui a été organisé en 2019. Donc, au cours de ce congrès, nous avons travaillé. D'ailleurs, le thème de ce congrès, c'est la participation, les enjeux et défis de la participation des jeunes et des femmes aux élections générales de 2026 dans le contexte des réformes exclusives voilà, au niveau du système partisan. Donc, nous avons travaillé dans le cadre de ce congrès à réorganiser la base de notre parti, à toiletter un peu les tests, ce qui est normal, pour s'adapter à la réalité. Et le congrès a permis le renouvellement des instances dirigeantes du parti. Voilà exactement ce que nous avons fait le samedi dernier. D'accord. Pourquoi avoir senti le besoin de renouveler les instances dirigeantes du parti? Est-ce que déjà vous visez 2026? Il faut d'abord dire que ce congrès est organisé conformément aux tests de notre parti. Parce que quand vous avez une organisation, vous devez respecter les tests. Et c'est également conforme aux tests de la République. Et ce n'est pas seulement pour aller aux élections, pour comment dire, les rendez-vous de 2026 qu'il faut organiser les congrès. Quand on est une association, comment dire, un parti politique bien structuré, il faut respecter les échéances, il faut organiser les congrès afin d'obtenir des militants leur mandat pour poursuivre la mission qu'on nous a confiée. Et c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous avez, à ce congrès-là, à ce grand rendez-vous, invité les formations politiques du pays? Oui, nous avons, si vous aviez peut-être suivi correctement l'actualité, nous avons invité presque tous les partis politiques. Pourquoi presque, justement? Notamment de l'opposition. Parce que ce congrès a été également l'occasion de faire la déclaration officielle, publique, conformément au test de notre appartenance désormais à l'opposition. Donc, il y a eu, je crois, il doit y avoir eu les partis politiques de l'opposition, notamment les démocrates et autres tendances politiques bien représentées. C'est pour cela que vous n'avez pas jugé utile d'inviter les formations politiques de la mouvance, ou qui soutiennent les actions du chef de l'État. Je crois que il en va de soi. C'est le choix que nous avons fait, parce que nous voulons aller à l'opposition. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie en la matière. D'accord. On a remarqué qu'au cours de ce congrès, votre président, M. Avoyon, a fait quand même une litanie de choses qui ne vont pas, selon vous, dans le pays, au niveau de la gouvernance, au niveau de certaines actions qui sont menées. On a le sentiment que dès que vous mettez pied dans l'opposition, tout ce qui se fait est peint en noir d'office. Ce n'est pas la position de la Nouvelle Force Nationale. Nous n'avons pas peint en noir tout ce qui se fait par le régime en place, mais nous avons essayé, sur la base du diagnostic que nous avons fait sur toute l'étendue du territoire national, nous avons essayé de restituer ce qui se passe dans le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que même que toute la population aujourd'hui, toute la classe politique décrit la réforme du système partisan, notamment avec le nouveau code électoral révisé, qui corse, j'allais dire, qui
qui verrouille davantage, sinon négativement, le processus électoral et qui aujourd'hui met tout le pays dans une situation d'impasse. Vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, les populations ont décrié la cherté de la vie. Nous n'avons pas inventé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout autour de nous, les pays qui sont autour de nous, nous ne sommes pas de bons thèmes avec nos voisins. C'est tout cela que nous avons décrit et je renvoie à vos téléspectateurs que je salue au passage. Je les renvoie sur notre page pour vraiment lire le discours du président qui est suffisamment clair et qui prend en compte tout ce que la population, notamment les jeunes et les femmes, disent par rapport à cette gouvernance. Donc nous n'avons pas délibérément choisi de peindre en noir ce que le gouvernement fait. Nous avons essayé juste de montrer ce qu'on peut améliorer. Quand vous dites que toute la classe politique, est-ce qu'il ne faut pas nuancer? Parce que certains ne voient pas du même œil ce que vous êtes en train de peindre en noir. Certains estiment quand même qu'il y a des avancées, qu'il y a des choses qui ont été faites au profit des populations, des jeunes et des femmes. Voilà, la question de leur sécurité sociale, la question de l'emploi, de l'employabilité des jeunes. Vous n'avez rien vu de tout ça au niveau du parti Nouvelle Force Nationale? Vous savez, il n'est pas de notre mission à nous. Étant donné qu'il y a des gens qui sont missionnés, qui reçoivent de gros moyens pour aller dire ce que le gouvernement fait et en rajouter si possible. Mais nous, il est de notre mission d'attirer l'attention du gouvernement sur les imperfections. Ce qu'on pourrait améliorer. Oui, mais justement, je vous relance sur la question. Je me souviens qu'au cours de l'une de ces rencontres au Palais de la Marina, quand le chef de l'État recevait l'opposition, je crois bien, il y avait M. Boni-Yayi, ancien président de la République, l'honorable Éric Ndété et bien d'autres. Il leur disait ceci: même si vous avez à critiquer, reconnaissez quand même, dites-moi au moins, félicitez-moi au moins pour ce qui est fait. Est-ce que oui, d'attirer l'attention sur les imperfections, d'accord, mais déjà reconnaître en tant que Béninois que à certains niveaux quand même, il y a quelque chose qui est fait. Est-ce que cela n'encourage pas les dirigeants actuels? Et vous, demain à votre tour, puisque je vous le souhaite, on vous renverra à l'ascenseur. D'abord, il faut reconnaître quelque chose. La première des choses, nous n'avons pas élu, on n'a pas élu le président de la République. On ne lui a pas donné les moyens pour qu'après avoir réalisé des choses, qu'on l'applaudisse. Il a prêté serment, il s'est engagé, il a promis de faire des choses. Nous, notre mission est de lui rappeler ce qu'il a promis de faire et qu'il reste à faire. Vous voyez un peu? Je ne veux pas dire tant qu'il reste à faire, il n'y a rien de faire. Non. On sait, il est d'abord appelé à faire des choses. Et nous constatons, il y a par exemple cette affaire, comment dirais-je, cette réforme qui permet aujourd'hui aux femmes de se retrouver au Parlement. C'est pas mauvais. C'est déjà le début, même si le choix des femmes est fait en fonction de leur capacité à se taire, à ne pas pouvoir parler, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pouvoir militer. Est-ce que vous n'affirmez pas des choses dont vous n'avez pas les preuves? Vous savez, nous, au niveau de l'opposition, vous allez nous permettre de dire ce qu'on pouvait améliorer. Parce que vous savez tous que si on devrait avoir des femmes au Parlement, il y a des femmes que nous connaissons au Bénin. Vous voyez un peu. Donc le militantisme même est vicié. D'accord? C'est vous qui le dites? Et nous l'assumons. Donc il y a cette loi qui a été votée pour reconnaître un certain nombre de droits aux femmes. Si je prends par exemple l'aspect digitalisation, aujourd'hui de la maison, on peut faire un certain nombre de choses. Mais ça coûte combien? Ça revient à combien? Comment est-ce que le cultivateur de mon village, le pêcheur de mon village arrive à faire tout ça là? Combien ça lui coûte? Quelles sont les facilitations qu'on devait mettre en place pour que tout le monde puisse se retrouver dans cette digitalisation? Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et nous pensons que si la jeunesse, sinon de nouveaux hommes se mettent en place avec de nouvelles idées, je crois que nous allons faire mieux. Parce que dire qu'il y a digitalisation aujourd'hui, ce n'est pas
quelque chose, comment dire, d'extraordinaire. Nous sommes en 2024. Et quand dans tous les pays, il y a la digitalisation. Ben on présente ces choses comme des résultats vraiment extraordinaires. Alors qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'on ne fait pas. Et c'est le rôle de l'opposition de rappeler que ces choses ne se font pas. Surtout que vous savez qu'au Parlement aujourd'hui, nous avons des gens qui empêchent les députés de l'opposition de poser des questions. Qui sont ceux-là qui les empêchent? C'est les députés de l'opposition qui en parlent et vous devez être capable de le savoir. Il paraît que quand on envoie des questions, le bureau du Parlement choisit... Il paraît, vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pour ça que j'ai dit il paraît. Oui, justement. Et vous savez aussi, aujourd'hui, nous avons connu des parlements au Bénin. Nous savons comment les parlements, animés par Père à son âme, Théo Edre et autres, Ambroise Adanclounon, les Charles Direco que je salue au passage, parce que nous ne sommes pas nés de l'ADN, nous ne sommes pas nés hier. Nous avons vu des aînés, les parlements animés par les aînés comme Candidat Zanaï, nous savons comment le Parlement fonctionne et nous voyons comment le Parlement fonctionne aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons, le rôle de l'opposition, c'est de rappeler là où ça fait mal, c'est de porter la voix des sans-voix. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. D'accord. Donc, oui. voilà. Monsieur Agbofon, vous venez de rejoindre l'opposition, c'est bien cela. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le mouvement Jeudi en Noir, initié par le Parti Les Démocrates, vous intéresse? Est-ce qu'à partir des prochains jeudis, on vous verra à leur côté? Non, nous ne sommes pas encore à ce niveau d'accord. Nous sommes une nouvelle force, nous sommes de la nouvelle force nationale et nous avons nos méthodes, nous avons nos stratégies pour travailler. Voilà un peu ça. Donc ce n'est pas parce que voilà, on est dans l'opposition que automatiquement tout ce qui se fait par un parti de l'opposition, automatiquement nous allons le faire. Non, on n'a pas un accord dans ce sens-là. D'accord. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les formations politiques du Bénin en général? Je dois dire que nous avons de très bons rapports. Au niveau de la nouvelle force nationale, nous avons de très bons rapports avec les partis politiques. Même ceux de la mouvance? Même ceux de la mouvance. Il y a même, on est en train de mettre en place un cadre de concertation des partis politiques grâce à l'IGD. Donc l'Institut de la gouvernance démocratique qui appuie cette initiative. Et nous sommes partants. Parce que, qu'on le veuille ou non, que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, nous travaillons pour le bien-être des Béninois. Donc si on arrive à s'entendre, c'est bien. Et c'est ce que nous reprochons beaucoup plus actuellement à ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font que vous n'aimez pas? Il n'y a pas suffisamment de concertation et il y a une confusion entre le gouvernement et la mouvance. Vous savez que le gouvernement, c'est pour tout le peuple. D'accord? Mais la mouvance, c'est ceux qui sont du côté du gouvernement. Vous voyez un peu ceux qui... c'est d'ailleurs chez nous que nous avons ces choses-là. C'est ceux qui appuient le gouvernement. Et l'opposition, c'est ceux qui sont dans la logique de rappeler au gouvernement ce qu'il doit faire et qu'il ne fait pas. Mais aujourd'hui, tout est confondu et on fait c'est comme si on écarte une partie de la population et on gouverne contre ceux-là. Et c'est pas bien. C'est pour ça que l'initiative de cadre de concertation des partis politiques est une bonne chose. Et au-delà de ce qui transparaît dans nos discours et autres, ceux qui sont de la mouvance, on se connaît. Ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la mouvance, on se connaît. Et il n'y a pas d'animosité en la matière. Donc on travaille ensemble, mais chacun en gardant sa ligne. D'accord. Vous êtes dans l'opposition politique désormais. On sait qu'il y a l'opposition radicale, l'opposition modérée. Vous voulez que les Béninois aient quelle image de votre opposition, modérée ou radicale? Nous sommes dans l'opposition constructive. Nous ne sommes pas inféodés, nous ne faisons pas de l'opposition... comment je dirais, de l'opposition radicale. Ce qui est bien, tout à l'heure vous avez senti, je l'ai dit, il y a des choses qui sont faites, mais il y a des choses qui ne sont pas faites et que nous pensons que nous, en étant à la place de ce gouvernement, nous allons mieux faire. D'accord?
Donc c'est dans ce sens que nous travaillons. Nous ne sommes pas de l'opposition radicale. D'accord. On ne s'oppose pas pour s'opposer. Voilà. D'accord. Est-ce qu'en prélude à 2026, vous pensez déjà qu'il faut mener des stratégies à l'interne pour pouvoir atteindre vos objectifs? Puisque 2026, on est à quelques encablures, on ne peut plus faire des émissions aujourd'hui sans en parler. Déjà, on en parlait depuis quelques mois en arrière. On sait qu'en 2025, l'année prochaine, donc vers la fin, on devra connaître déjà les différents duos de candidats pour la prochaine présidentielle de 2026. Donc ça va aller très très vite. Le temps, j'ai envie de dire, joue pratiquement contre vous. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? C'est vrai, vous n'allez pas donner de la passe à la mouvance quand même, mais bon, est-ce que vous vous organisez pour ne pas aller en rang dispersé au final? Vous savez, avant de parler des élections, il faut parler du contexte dans lequel les élections vont se dérouler. Et nous, pour le moment, ce qui est plus urgent pour nous, c'est d'abord le contexte, le cadre de l'organisation de ces élections. C'est-à-dire, il faut forcément mobiliser les forces politiques du pays de manière à faire une relecture révolutionnaire du code électoral, parce que sans revoir ce code électoral, on n'aura pas d'élection en réalité. Même si on l'organise, ce ne serait pas de l'élection. Ce ne serait pas des élections. Est-ce que l'adjectif n'est pas trop fort? Relecture révolutionnaire. C'est une relecture révolutionnaire, d'autant plus que je vais vous étonner peut-être. Quand vous prenez notre code électoral, notre code électoral aujourd'hui est beaucoup plus exclusif que le code des marchés publics. Ah bon? Si je fais un rapprochement. Oui, allez-y. Pour pouvoir gagner, pour pouvoir, comment dire, compétir dans le cadre des marchés publics, une entreprise qu'on a nouvellement créée, une entreprise qu'on a nouvellement créée a des conditions spécifiques pour participer au marché public. Mais aujourd'hui, quand vous créez un parti politique nouvellement créé au Bénin, remplissant toutes les conditions posées par la charte des partis politiques, vous ne pouvez pas participer aux élections, tout simplement parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas participer par exemple à la présidentielle, parce que vous n'avez pas de député ou de maire. Parce que c'est les partis politiques qui coordonnent le parrainage. Vous voyez un peu? Alors que la Constitution, la même Constitution dit que nous sommes dans un système de suffrage universel direct. Cela veut dire que le président de la République c'est-à-dire que l'élection présidentielle est un rendez-vous entre l'électeur et le président de la République. Voilà. Mais il se trouve qu'on a mis un intermédiaire qui n'est pas seulement un individu, mais qui doit recevoir les ordres de son parti politique avant de parrainer un candidat. Qui a mis l'intermédiaire? Parce que quand vous dites on, qui l'a fait? Ils ont mis, c'est-à-dire à travers la révision de la Constitution en 2019, on a créé le parrainage des élus. On n'a même pas pensé un peu à l'expérience du Sénégal où on a le parrainage des élus et le parrainage des citoyens. Mais ici, on est allé directement au parrainage des élus. Alors que nous savons dans quelles conditions on a eu un Parlement en 2019. Vous voyez un peu. Normalement, en 2021, après les élections, on devrait normalement revoir tout ce dispositif-là et voir ce qui ne va pas. Pire, pour les élections législatives, on demande, sans qu'on ait jamais eu cette expérience, on dit il faut avoir 20% des suffrages exprimés dans les 24 circonscriptions électorales. Ça, c'est pour toutes les formations politiques? Oui, c'est tout pour toutes les formations politiques. Je ne refuse pas. Mais quand vous posez des conditions que vous avez déjà remplies, et que vous savez que les autres peut-être n'ont rempli, ne peuvent pas remplir, ou des conditions que personne n'a jamais remplies. Vous savez, les lois doivent être basées sur la science. Les lois, quand on veut prendre une loi là, on ne peut pas prendre une loi et demander aux gens de marcher sur la tête. Qui avez-vous déjà vu marcher sur la tête? Écoutez, marcher sur la tête, ça, tout le monde, si vous sortez tout de suite, vous voyez que des gens ont marché sur la tête, ça va vous paraître bizarre. On n'a jamais eu d'élection au Bénin où
un parti politique a réussi à avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Mais on l'a mis dans une loi pour réussir à le faire. Au cas où on n'aurait pas ça, comment ça va se faire? C'est pour ça que nous allons nous concerter. Nous devons nous retrouver en tant que Béninois pour voir quel est le code électoral qui permet à tout le monde de se sentir, comment dirais-je, à l'aise. Sinon, à la majorité au moins de se sentir à l'aise. Pourquoi n'avoir pas tiré la sonnette d'alarme quand il s'était agi de voter ce code électoral? Les travaux ont été faits et c'est maintenant, on a comme l'impression que c'est maintenant que vous vous réveillez, vous voulez qu'on change les choses. Non, non, non. La nouvelle force nationale a toujours décrié, a toujours eu sa position par rapport à ce code électoral. Et comme la société civile, tout le monde est contre. Moi, je ne sais pas pourquoi quelque chose, une loi que vous avez, qui a été votée, et pour laquelle les gens, tout le monde se lève, on ne peut pas prendre du recul et analyser les choses et voir ce qui est faisable. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui? C'est possible. C'est possible compte tenu du fait que nous n'allons pas continuer avec cette tension à gouverner. On ne peut pas continuer à gouverner le pays dans la tension pendant longtemps. Il y a une tension actuellement? Oui, il y a une tension. Ce que je vous dis, c'est quoi? Oui. Ce que je vous dis tout de suite en disant que voilà, le code électoral, tel que ça se présente aujourd'hui, crée des problèmes. La tension dont je parle, c'est depuis... Est-ce que ce qui s'est passé en 2019 pour les élections, c'était toujours comme ça? Non. En 2021, les élections. Ça s'est passé comment? Il y a la tension. Il y a eu des manifestations. Des gens ont été emprisonnés. Des gens ont été tués. Ce n'est pas moi je n'invente rien. Vous voyez un peu? Donc, est-ce que ça dit qu'on se prépare encore à tuer les gens en 2026? Alors qu'on a dit les élections générales en 2026 devraient être l'apothéose, la célébration de tout ce qui a été fait de bien en matière de réforme du système partisan. Nous sommes partis de 200 partis politiques à 14 ou à 13 partis politiques, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ce n'est pas une belle occasion aujourd'hui de laisser la possibilité à tous les partis politiques d'aller s'essayer? Vous voyez un peu? Maintenant, quand on dit, bon voilà, il faudrait que les élus parrainent forcément. Écoutez, les partis politiques qui n'ont pas d'élus et qui ont régulièrement reçu leur récépissé, qui sont régulièrement constitués, est-ce que ça dit qu'on les exclut? Vous voyez un peu? Donc, il y a une certaine tension. Si vous avez une entreprise et pour aller compétir à un marché public, il y a des conditions qui n'ont rien à voir avec votre qualité, qui sont créées pour vous exclure, est-ce que vous serez content? Donc c'est l'ensemble de ces mécontentements qui crée la tension. D'accord. Revenons à ma question précédente pour 2026. Vous y réfléchissez certainement et peut-être que vous voyez peut-être, je ne sais pas, dans la poursuite d'un présidentiable. En tout cas, tout est possible en politique. Comment entrevoyez-vous les batailles pour 2026, puisque nous en sommes à quelques encablures? Je parle ici au nom du parti, la Nouvelle Force Nationale. Je crois qu'en notre sein, nous sommes en train de nous organiser, de mobiliser toutes les forces nouvelles, comme nous le disons, à travers le travail que nous avons fait dans la préparation du congrès et puis de l'organisation du congrès. Nous sommes en train d'étendre notre base sur tout le temps du territoire national et nous pensons que nous allons faire de la mobilisation afin que ceux qui étaient exclus du système électoral, nous allons pouvoir les mobiliser afin que tous les Béninois puissent participer à la construction de leur pays. Voilà un peu la démarche sur laquelle nous sommes. D'accord. Est-ce qu'il y aura des primaires à l'interne de votre parti? Est-ce que vous envisagez cette éventualité-là? Forcément, chez nous, à notre niveau, il ne s'agira pas de dire, voilà, on prend telle personne et puis on l'impose aux autres. Non, 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 non. Les militants
au niveau des différents organes, parce que vous savez, je vous dis, au niveau, nous avons, au niveau des 24 circonscriptions électorales, nous avons des coordonnateurs. Et c'est à ce niveau-là que c'est la base du parti. D'accord? En dehors de ça, il y a des organisations spécifiques, c'est-à-dire le réseau des femmes, le réseau des artisans et autres. Tous ceux-là seront concertés. Donc, ce serait un travail de concertation qui va se faire pour émerger un candidat. Si les conditions sont favorables, pourquoi ne pas présenter un candidat? Je ne dis pas que moi, je serai candidat, mais je dis le parti, la nouvelle force nationale, aura son candidat dès qu'on aura les conditions seront bien favorables pour organiser des élections transparentes et démocratiques. D'accord. Monsieur Agbofon, vous êtes vice-président du parti... Deuxième vice-président du parti Nouvelle Force Nationale. Vous êtes notre invité dans le cadre de cette émission Prime Politique de ce jour sur Prime News Télévision. Je voudrais qu'on aborde d'autres sujets de l'actualité, si vous le voulez bien. Oui. C'est bien sûr les relations entre le Bénin et le Niger. On a vu un peu cette semaine, les lignes ont bougé, si on peut le dire ainsi, avec des émissaires du général Tiani qui sont allés recevoir, qui sont allés rencontrer le président Patrice Talon. Est-ce que c'est toujours dans la droite ligne du dégel de la crise entre les deux pays, une crise qui, selon certains observateurs, n'a fait que trop durer? Vous avez déjà toute la réponse dans la question. Au niveau du parti Nouvelle Force Nationale, nous l'avons dit, et c'est clair dans le discours de notre président, il faut forcément que le Bénin renoue avec les pays de l'AES. On ne peut pas continuer à fonctionner tout en renonçant à plus de 1157 milliards qui représentent pratiquement le tiers de notre budget national. Vous savez, c'est de l'argent perdu qu'on ne pourra plus retrouver. Parce que ça fait bientôt 1 an que cette crise est en train de durer. Et c'est heureux que le président, le général Tiani ait accepté d'envoyer des émissaires. Nous souhaitons vivement qu'au niveau des deux personnalités d'État, que le calme revienne et que les choses aillent dans le bon sens. Ce que je voudrais ajouter, en dehors des 1157 milliards que nous avons perdus en 1 an, je peux vous dire que par rapport à notre produit intérieur brut, par rapport aux activités que les populations mènent dans le pays, en lien avec nos frères du Niger, vous voyez toute la perte qui est enregistrée, c'est énorme. Je serai peut-être au Parlement que nous allons commanditer une étude économique pour évaluer le coût de cette décision afin qu'aucun président de la République ne décide comme ça sans tenir compte des réalités économiques, des retombées négatives de sa décision. Quand vous parlez de relancer la collaboration avec les pays de l'AES, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin appartient à une communauté, la CEDEAO notamment. Est-ce que vous, au pouvoir, vous irez en vase clos, est-ce nihilo, vous prendrez des décisions comme ça sans tenir compte de ces autres organisations sous-régionales auxquelles vous appartenez? Quand on veut prendre une décision au sein d'une organisation, nous, si nous est donné l'opportunité, je crois que ça va venir, ça ce serait comme ça, nous allons peser de tout notre poids afin que la décision tienne compte des réalités économiques et sociales de nos populations. Vous voyez un peu. Moi, je dirais personnellement, ça me concerne, ça n'engage que moi. Depuis qu'on annonçait qu'il y a eu attaque au niveau des frontières entre le Bénin, le Niger et autres, nous n'avons jamais décidé de fermer les frontières pour protéger nos populations. Vous voyez un peu. Mais il a fallu qu'il y ait un coup d'État
et qu'on décide de fermer les frontières pour pouvoir aller sauver le président Bazoum, pour aller remettre le président Bazoum. C'était mal pensé selon vous? Je crois qu'on aurait pu mettre dans la balance ce qu'on aura à perdre hein, et ce qu'on aura à gagner. Aujourd'hui, nous savons que si on ferme la frontière avec le Niger, d'accord, pendant comment dirais-je, un mois, pendant 6 mois, 9 mois par exemple, que le port, parce que je vais utiliser les chiffres qu'eux-mêmes ils ont utilisés, oui, allez-y. Le port allait baisser ses recettes de 15%. Nous savons ça désormais. Je crois qu'on ne va plus jamais essayer. Et c'est ça qu'on aurait dû anticiper. Vous voyez un peu. Donc, si nous on était à la CEDEAO, nous allons d'abord réfléchir pour dire cette décision-là, on ne prend pas ça comme ça. Il faut trouver une décision qui permet de maintenir la communauté, la CEDEAO, d'accord, qui sauve d'abord la CEDEAO, qui va d'abord dans l'intérêt du peuple et qui défend la démocratie. Nous ne sommes pas pour les putsch. Au niveau de la nouvelle force nationale. Ah d'accord, c'est heureux de le préciser. Nous ne sommes pas pour les putsch. D'accord? Mais dans la résolution des crises au niveau des pays, il y a des règles. Il y a la non-ingérence. Nous n'allons pas rappeler ces choses-là. Mais nous allons toujours veiller sur l'intérêt de nos populations. Vous imaginez un pays qui perd 30% de son budget? C'est-à-dire l'opportunité des recettes qu'on a avec le Niger, en ayant les transactions, les trafics avec le Niger. Vous voyez ce qu'on appelle ici. Oui, mais dans le même temps, M. Agbofon, soyons quand même réalistes, vous êtes un gouvernement, vous êtes arrivé au pouvoir démocratiquement, vous avez élu. À côté, il y a quelqu'un qui est arrivé par coup d'État. Forcément, ne demandez pas d'avoir les mêmes relations de bon voisinage avec ceux-là. Il faut du temps et il faut quand même certaines démarches, analyser la situation. Donc, demander de collaborer tout de go parce que, voilà, il faut préserver les intérêts économiques. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une demande un peu trop audacieuse au vu du contexte politique? Heureusement que c'est vous qui êtes chargé de poser des questions. Je suis tenté de vous poser une question. Est-ce que le fait de voter un code électoral qui exclut la grande partie de la population et d'organiser des élections dans une situation de tension, d'avoir un taux de participation minable et de proclamer le résultat ou dire qu'on est élu démocratiquement dans son pays, est-ce qu'un pays voisin, en suivant ça, peut venir dire qu'il veut intervenir ou qu'il veut fermer la frontière avec vous parce que votre élection, vous l'avez truquée? Comparaison n'est pas raison, M. Agbofon. Parce que si vous êtes capable d'organiser les élections telles que vous voulez dans votre pays, d'accord, et de proclamer les résultats tels que vous voulez dans votre pays, sans que les autres ne viennent vous dire comment vous allez faire, je crois que vous n'avez pas également le droit d'intervenir dans leur pays. Ceci dit, je comprends qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on veuille faire en sorte que la démocratie règne. Mais il faut qu'on soit préventif. Il faut qu'on tienne compte de la manière dont les règles démocratiques sont respectées dans les pays. Et qu'on évite et qu'on tienne compte surtout des conséquences des décisions qu'on prend. On peut condamner. Je suppose que voilà, on va, comment il y a la CEDEAO, on condamne. D'accord? On refuse de travailler avec peut-être les dirigeants qui sont venus au pouvoir par putsch, mais on ne prive pas les populations. Ils ont tous reconnu ça après, donc on n'a même plus besoin de faire ce débat. Parce que même le président de la République du Bénin a reconnu après que bon, quand on met après la sanction et qu'on constate que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Donc on est en situation de recul aujourd'hui. D'accord. Voilà. Pour le dégel de la crise entre les deux pays, est-ce qu'il y a de l'espoir au vu des lignes qui sont en train de bouger visiblement? Nous ne pouvons que souhaiter qu'il y ait de l'espoir. Nous ne pouvons que, parce que personne n'est heureux qu'on dise qu'on ne puisse pas quitter le Bénin pour aller au Niger, qu'on ne puisse pas quitter librement le Bénin, le Niger
pour venir au chemin. Moi, j'ai eu la chance, personnellement, j'ai eu la chance de circuler dans ces pays, dans le cadre professionnel. Vous savez, je le dis sur votre plateau, peut-être que c'est la première fois que je le dis en public. J'étais allé au Niger, mais ce que j'ai vécu à l'aéroport, dans les formalités, en me présentant comme béninois, oui, ça, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Heureusement que tout s'est bien passé après. Mais ça voudra dire quoi? Je voudrais vous faire savoir que les populations souffrent inutilement des décisions que nos autorités prennent. Et c'est pour ça que je souhaite vivement que les deux autorités, les deux personnalités politiques s'entendent pour que la paix revienne. D'accord. Et c'est notre position au niveau de la nouvelle force nationale. C'est notre souhait aussi. On sait que le gouvernement a lancé une deuxième phase de tournée de reddition de comptes. Après la précédente phase qui a embrassé les 77 communes du Bénin, une nouvelle phase a démarré. Comment appréciez-vous ceci? D'abord, en tant que Béninois, en tant que vice-président, deuxième vice-président de la nouvelle force nationale, je crois que c'est une démarche de distraction. Ah bon? C'est une démarche de distraction et c'est une démarche de double emploi. En quoi c'est distrayant de vouloir rendre compte au peuple qui a quand même élu un président de la République, qui a formé un gouvernement, qui a travaillé, d'aller vers le peuple et de lui dire voici ce qu'on a fait? Nous sommes dans un régime de représentation. C'est-à-dire? Quand on veut voter des lois, on ne va pas demander au peuple. On vote des lois à l'Assemblée. Les députés bombent leur torse et disent nous sommes ici, nous représentons le peuple. C'est ça, non? Et ils votent des lois. Maintenant, on attend quelques mois des élections, on prend de l'argent public pour aller faire de la campagne électorale. C'est un peu trop fort. Une campagne électorale. Ils n'ont pas dit qu'ils sont en campagne. Ils sont en campagne électorale anticipée, déguisée. Ah bon? Parce que au niveau des communes dont ils ont normalement la gestion de la majorité, normalement trimestriellement, les communes doivent rendre compte de ce qui se fait. Et je vais vous dire, ce qui se passe sur le terrain lors des redditions de comptes. Allez-y. Pour ce qui s'était passé, ce n'est pas la rencontre avec la population, mais c'est la rencontre avec les militants de leur bord. On choisit des militants, on prépare des enveloppes, comment dirais-je, pour assurer, comme ils le font d'habitude, pour assurer leur déplacement. Vous en avez eu? Moi, je n'ai même pas le temps d'y participer. Mais puisque vous avez les précisions, apparemment... Nous avons aussi ceux qui nous informent. Ah, d'accord. Donc, on regroupe les militants, on choisit. S'il y a des militants, même on essaie quand même de les pister pour voir s'ils vont, tout ce qu'ils vont dire, on ne leur permet pas, parce qu'il y a même des gens qui répètent même ce qu'ils doivent aller dire. Ah bon? Et on les regroupe pour pouvoir faire ces genres de rencontres. Et vous savez, on ne peut pas continuer à duper tout le peuple béninois. Mais les militants font partie du peuple aussi. Les militants font partie du peuple. C'est pour ça que j'ai parlé de campagne électorale anticipée, déguisée. Non, ils ont parlé de tournée de reddition de comptes. Donc, on s'en tient à ce qui est dit. C'est de l'argent public. D'abord, vous voyez un peu, vous devez normalement, en tant que Béninois, être un peu gêné, outré, par le fait que des partis politiques qui reçoivent le financement public, d'accord, se permettent de se cacher sous la reddition de comptes pour prendre de l'argent public, à moins qu'on me démontre que l'argent utilisé n'est pas de l'argent public. Pour prendre de l'argent public, pour aller dire qu'ils veulent aller rendre compte au peuple, dans un système politique où le peuple est représenté à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez démontrer par là? Ce que je veux démontrer, c'est quoi? Si vous voulez faire de la campagne politique, faites-le. Dites que voilà, le parti politique, tel parti politique a décidé de rencontrer ses militants. D'accord? Nous ne sommes pas pour de campagne. Pour leur dire ce que le gouvernement est en train de faire. Et nous allons analyser les conséquences juridiques. Est-ce que nous sommes en campagne électorale? Est-ce que... ainsi de suite. Maintenant, on dit qu'on va aller faire réédition de comptes du gouvernement. Et vous voyez,
on vide le Parlement. Pendant qu'il y a des députés qui l'ont dit publiquement, pendant qu'il y a des questions à débattre au Parlement, les députés quittent le Parlement pour se mettre dans des délégations. Il y a même des vieux, des anciens députés récarés par le peuple qui se mettent encore dans cette délégation-là. Vous faites référence à qui? Il y a des gens, je ne citerai pas de nom, vous devez peut-être imaginer un peu où... Non, je ne suis pas dans les devinettes, puisque vous en parlez, évoquez les noms. Il y a des députés récalés. Donc, quand on dit député récalé, c'est quelqu'un qui a été aux élections et qui n'a pas marché. Élu. Oui. C'est celui-là qui maintenant devient pratiquement le meneur de la reddition de compte. Tu n'as pas géré et tu vas aller rendre compte de quoi? Vous voyez un peu, c'est de la campagne, c'est de la distraction. Et nous le disons, mais heureusement, les populations savent mieux apprécier ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Pour vous, c'est de la distraction. On va évoluer. Je voudrais avoir votre avis sur l'assassinat manqué du maire de Boukoumbe. On l'a appris en semaine. Un événement qui... il a frôlé quand même quelque chose de pire. On a eu quelques explications aussi au niveau des forces de sécurité publique. Votre regard sur cette situation? Merci beaucoup. Je saisis l'opportunité que vous m'avez donnée pour dire toute la compassion du parti La Nouvelle Force Nationale à cet élu du peuple, parce que en fait, la politique, c'est pas facile. Et réussir à se faire élire, c'est pas non plus facile. Pour nous, c'est un camarade et nous partageons toute sa douleur. Vous savez, si vous avez jamais subi un cambriolage, vous saurez un peu le niveau de traumatisme qu'il aurait subi dans cette épreuve que nous ne souhaitons à personne. Mais cela pose le problème de la sécurité dans notre pays. Heureusement que lui, de sa position, de la mouvance, qu'il ait la possibilité d'être assisté par la police républicaine. Non, mais... Il y a beaucoup de personnes... En quoi est-ce que le fait d'appartenir à la mouvance donne un certain privilège? Il est béninois. Ça aurait été d'autres personnes, ils auraient été assistés. Combien de béninois ont ce privilège d'avoir la police à surveiller sa maison pour qu'au moment où les assaillants arrivent, qu'on puisse réagir pour les arrêter? Non, mais après tout, il y a le contexte aussi. C'est un élu et c'est une autorité après tout. Je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tous les Béninois de réussir à être sauvés de cette situation. Et nous profitons pour demander que le gouvernement renforce ses actions en matière de sécurité. Parce que son cas, si ça arrive à des gens, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Des gens comme vous et moi, c'est peut-être qu'on va apprendre après que, bon voilà, il y a eu, et puis c'est fini. Et nous devons aller au-delà. Après 64 ans d'indépendance, nous devons choisir d'avoir notre politique de sécurité et de défense. Vous ne pouvez pas, après 60 ans, après 64 ans d'indépendance, continuer à être rattaché à celui qui vous a donné l'indépendance. Notre sécurité doit être la première priorité. Parce que d'abord, vous voulez vous enrichir. Hein? Dites-moi, monsieur le journaliste, vous voulez vous enrichir. Mais le minimum, c'est de s'assurer que là, vous allez mettre votre richesse en sécurité. Vous n'allez pas confier ça. Vous n'allez pas confier le dressage de votre chien à quelqu'un qui est censé à tout moment venir vous cambrioler. D'accord? Peu de mots, ça dit qu'à l'intelligence... Peu de mots. D'accord. Je crois que c'est dans ce cadre que j'invite le gouvernement non seulement à travailler pour renforcer la sécurité interne, mais à travailler aussi avec les pays voisins pour qu'on ait vraiment la paix, pour pouvoir amorcer le développement. On ne peut pas se développer dans un contexte d'insécurité. Ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur Théophile Agbofou, nous rendons pratiquement au thème de cette émission. Avec vous, on a fait le tour d'horizon de l'actualité sociopolitique nationale, les sujets majeurs, les sujets ayant trait à la vie politique de votre parti, la perspective
des élections générales qui s'annoncent pour 2026. Je vous laisse le soin de dire un mot à vos militants qui vous suivent, à tous les téléspectateurs, un mot à guise de résumé de ce que vous voulez qu'ils retiennent de votre passage ici et à toute la coordination nationale de votre formation politique. Merci monsieur le journaliste. Je remercie aussi vos téléspectateurs d'abord. Et je remercie tous les militants, tous les militantes et militants du parti Nouvelle Force Nationale qui se sont mobilisés le samedi dernier et dans la fête, dans la gaieté, ont pu donner aux instances dirigeantes le mandat de les conduire encore pendant 5 ans. Et je voudrais rassurer, au nom du président Avoyon Wilfried, je voudrais rassurer, et tout le directoire national, je voudrais rassurer les jeunes, les femmes, que nous appelons dans notre jargon les hommes nouveaux, ceux qui ont des compétences et qui ont des choses à apporter et qui sont frustrés par la manière dont on gère leur pays. Et je fais un clin d'œil à tous les cadres qui sont dans l'administration aujourd'hui et qui subissent la pression de toutes sortes et qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à exprimer leur talent. Je leur dis d'avoir l'espoir désormais que d'ici à 2026, que nous allons travailler à nous mobiliser de sorte que si on arrive à obtenir des conditions favorables pour organiser des élections, nous allons les gagner pour donner à notre pays un nouveau visage. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Théophile Agbofon. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-président du parti Nouvelle Force Nationale qui désormais est dans l'opposition politique, il faut le préciser. Vous étiez mon invité dans le cadre de cette émission Prime Politique. À vous tous qui nous avez suivis, je vous dis infiniment merci. Continuez par aimer et par suivre nos programmes par ici. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. J'ai eu le plaisir de vous avoir animé. Je voudrais juste avoir une pensée à toutes les personnes qui sont en difficulté et qui sont éplorées de diverses manières. Tenez bon, restez courageux, ça va aller. Et puis, dire à toutes les personnes qui nous suivent aussi de ne pas manquer de vous faire plaisir parce que la vie ne tient qu'à un cheveu et il faut toujours se faire plaisir du moment où on en a les moyens et l'opportunité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.